Salut, c'est Mo. J'adore lire les commentaires des films que vous avez vus. Et là, en 2015, il y a un film qui a fait énormément débat. Le blockbuster de l'année 2015, j'ai bien entendu nommé Robin des Bois, la véritable histoire. Bah oui. Non, je déconne. Star Wars, le réveil de la force. On va réaliser une critique grâce à vos commentaires lus sur internet et sur les différents réseaux sociaux. Et il y a de quoi faire. Bien entendu, je ne peux pas parler de Star Wars, le réveil de la force, sans donner quelques chiffres. 1,9 milliard de dollars de recettes dans le monde, ce qui fait de Star Wars le troisième long métrage le plus rentable de l'histoire du cinéma. Et le réveil de la force a le mérite d'avoir fait baisser la fréquentation d'internet de 8%. C'est-à-dire que le long métrage a réussi à nous faire éteindre notre ordinateur et nous faire sortir de chez nous. Quand même, des chiffres impressionnants pour une saga historique. Mais quand tu regardes internet, faut arrêter de déconner, les acteurs sont finis à la pisse. À part Han Solo qui rehausse le film, ce Star Wars est une daube sans nom. Fan de Star Wars, mettez-moi ça en DivX pour que certains voient la daube que c'est. Payez pas une place de cinéma pour ça, sérieux. Lucas, reviens-nous s'il te plaît, pitié. Bon Bruno, déjà tu me donnes pas d'ordre, ok? Si j'ai envie de dépenser 11 € en place de ciné. Bon ok, 13 € avec le supplément 3D et les lunettes, ok. Bon ok, 16 avec l'IMAX, mais bon, ça revient au même, je fais ce que je veux, ok? Voilà. Attends. On va approfondir un peu plus ce qui est sorti de vos commentaires. Par contre, il est hors de question de revenir sur la légitimité de l'épisode. C'est un épisode qui existe, il est là, et c'est comme ça. Les premières remarques concernent le fait que Star Wars épisode 7, c'est l'épisode 4, mais avec de nouveaux personnages. Fan de la série, j'avoue être tombé de l'arbre avec le numéro 7. Franchement, à part les effets spéciaux et encore, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est un reboot du 4, modernisé et bourré d'incohérences. Bref, un film réservé aux ados prépubères. Je suis d'accord avec ça, je pense que c'est vrai, mais j'irai même plus loin. J.J. Abrams n'avait pas trop de choix, il était obligé de prendre des éléments des anciens épisodes pour l'intégrer au réveil de la force. Au niveau de la démarche créative, J.J. Abrams dit: ce qui importait, c'était d'introduire de nouveaux personnages en utilisant les relations qui ont construit l'histoire telle que nous la connaissons pour l'emmener vers quelque chose de nouveau. Reculer pour mieux aller de l'avant. Pour J.J. Abrams, c'était important de partir sur une même base que connaissent les fans pour l'emmener vers une nouvelle direction par la suite. Selon moi, ça va au-delà de la démarche créative. C'est aussi une démarche marketing et commerciale. Disney a du mal à créer de nouveaux concepts parce qu'à chaque fois qu'ils l'ont tenté, leurs films se sont complètement plantés. The Lone Rangers, 215 millions de dollars de budget, 45 millions de dollars récoltés. Tomorrowland, 190 millions de dollars de budget, 19 millions de dollars récoltés. Et John Carter, 250 millions de dollars de budget, 34 millions de dollars récoltés. Mais il faut ajouter 100 millions de dollars de budget accordés à la promotion. Ce qui ramène une perte de 66 millions de dollars pour Disney. Et là, Disney claque 4 milliards de dollars pour pouvoir refaire des films Star Wars, et vous croyez vraiment qu'ils vont prendre le risque de partir sur des directions inconnues du public? Bah non, pour pouvoir partir sur des bases confortables, Disney a choisi la stratégie de pouvoir créer un film qui en promettra plus par la suite. En gros, pour que vous puissiez revenir en salle, tout simplement. Et c'est une stratégie qu'ils adoptent pour la plupart de leurs films, notamment pour les films Marvel, en reflétant toujours la menace incarnée par Thanos, ou tout simplement en prenant des dessins animés pour les réaliser en live action. Et puis selon moi, reprendre des éléments des anciens épisodes pour les intégrer au nouveau, c'est quand même pavé de bonnes intentions. Ça permet de rendre hommage à l'héritage donné par George Lucas. Et c'est là qu'intervient Mathieu. Très bon film. Mon seul regret, c'est qu'ils n'ont pas respecté le vrai prénom du fils de Han Solo. C'est Jacen le prénom et pas Ben. Je suis vraiment déçu de ces détails. Mathieu veut faire référence à Ben Skywalker, le fils de Luke et de Mara-Jade Skywalker, qui appartient à l'univers étendu de Star Wars Legends. Mais il faut savoir que Disney et Lucasfilm ont déclaré qu'ils ignoraient complètement l'univers étendu de Star Wars Legends et qu'ils s'en serviraient uniquement comme ressource créative au cas où. Et puis entre nous, l'univers étendu, c'est quand même un plat de spaghettis. Donc là, pour n'embrouiller personne, mieux vaut ne pas trop en faire référence. On risque de faire fuir les nouveaux arrivants. Une autre remarque, c'est que Star Wars le réveil de la force est en fait un film marketing. Encore de la daube marketing. Saga malheureusement sans aucune crédibilité. Bah oui, mais il n'y a rien de nouveau. C'est comme ça pour tous les blockbusters. Mais ça reste des produits culturels qui, comme son nom l'indique, ont deux dimensions. La partie culturelle et la partie commerciale, forcément.
Un long métrage par définition, c'est une création artistique. Donc ça rentre directement dans le domaine de la culture, on peut pas en débattre. Mais c'est aussi un produit qu'il faudra vendre aux distributeurs. Mais t'inquiète pas, avec Star Wars, ils ont pas eu du tout de difficulté à le vendre. Mais aussi aux spectateurs, le principal intéressé. Et puis on va pas se leurrer, il y a tout un marché qui gravite autour. Il faut savoir que Star Wars a cumulé depuis 1977 27 milliards de dollars et tout ça en produits dérivés. Et c'est pas George Lucas qui va la ramener. Le réalisateur a renoncé à tuer Han Solo dans le Retour du Jedi parce qu'il avait peur d'en affecter la vente de jouets à son effigie. Quand même. Ce qui a valu d'ailleurs la démission d'un de ses collaborateurs. Les commentaires se sont aussi beaucoup centrés sur la déception qu'a suscité Kylo Ren. Kylo Ren, pour ma part, n'a pas de charisme, comme l'avait Darth Vader. Pas de charisme du tout même. C'est vrai que Kylo Ren a l'air de rien connaître des Seigneurs Sith et du passé de son grand-père. Et là je suis pas d'accord, il en jette depuis le début. Kylo Ren a du charisme, et il a du mystère aussi. On sait pas d'où il vient, quelle est son histoire. Et c'est ça qui le rend très intéressant. Et j'ai trouvé que vous étiez très dur avec ce personnage. Et puis Kylo Ren n'est pas un seigneur Sith, il est pour l'instant un dirigeant de l'armée du Premier Ordre. Et puis il est en apprentissage, il connaît pas encore toute l'étendue de la Force obscure. Et enfin, c'est un personnage qui est tenté par le côté lumineux de la Force. Faut le faire. D'où son côté instable, bipolaire et complètement tourmenté. J'avoue, ce méchant de Lidl n'aurait pas dû enlever son masque. Mais c'est ça Jean-Hugo, c'est ça l'utilité de l'outil. Le masque est pour Kylo Ren ce que sont les lunettes pour Morpheus. Je m'explique. Pour Morpheus et Laurence Fishburne qui l'incarne, les lunettes font figure de puissance et d'invulnérabilité. Quel que soit l'épisode de Matrix, avoir ces lunettes, c'est être fort et péter des nez. Vas-y tiens, prends ça dans ta gueule. Pas de lunettes, pas de force. Dans le making-of de Matrix Reloaded, Laurence Fishburne dit In the first movie, when Morpheus is overcome by Agent Smith, that's why it's really exciting, because Morpheus is incredibly vulnerable, which is why I chose not to wear my glasses for that fight. On peut faire le parallèle avec Kylo Ren. Son masque, c'est sa puissance, une peinture de guerre. Un hommage également que rend Ben à Darth Vader. Mais aussi une auto-persuasion de sa force et de son autorité. Et c'est au moment où il enlève son masque que Rey et le spectateur se rendent compte que c'est un être doté de peur et d'humanité. Une désacralisation qui lui vaut même de s'en prendre plein la gueule. Mais selon moi, on peut interpréter les critiques les plus virulentes pour une simple raison. Le fait que Disney s'est approprié la saga. Parce qu'au fur et à mesure des années, Star Wars a vraiment été intégré à la culture mondiale, qui par définition appartient à tout le monde, mais à personne en même temps. Et son univers est tellement vaste qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Chacun d'entre nous peut critiquer tel ou tel point de l'histoire. Mais maintenant que le film a été acheté par une multinationale, en l'occurrence Disney, pour certains fans, ça fait mal au cœur. Allez, on va regarder quelques commentaires en vrac. Quand Padmé était enceinte de Luke et Leia, on pouvait dire que la reine avait pris des kilos. Je me serais marré, Cara, si je m'étais pas rendu compte que vous étiez plusieurs à avoir fait la vanne. Donc là, ah si, vous étiez plusieurs. Si. George Lucas a imaginé Star Wars. L'univers, c'est lui. Oui, on sait, ouais. Il y a eu des réécritures, tout le monde le sait. Ouais, je sais aussi. Mais sans George Lucas, pas de Star Wars. La preuve que si. C'est J.J. Abrams qui réalise le film, c'est pas George Lucas. Bien sûr qu'on peut le faire sans lui. La preuve, il l'a carrément vendu, c'est de sa faute, hein. Star Wars 7 est génial. En plus, Rey me fait bander. Calme-toi, hein, c'est pas fait pour ça Star Wars, hein. Attention, hein. Non mais c'est pas bien, hein, ce que tu fais, hein. On en parle, le Renoir, son nom c'est FN. Oh, parle pas des choses qui fâchent, hein. Je dois avouer. Ça m'a fait marrer mon sale en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé et de lâcher un commentaire. Ne vous inquiétez pas, je les lirai. Allez, ciao.